Voici Georges Pierru, 46 ans, peintre réputé dans la région de Carcassonne. L'homme a tout de l'artiste de talent, sympathique et jovial, mais quelque peu vaniteux. Pour vous parler un petit peu de mon art, j'ai pas mal d'inspiration. Certains m'ont dit de Picasso. Oui, mais pas seulement. Pourtant, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, le peintre et son épouse, ici en bas, sont soupçonnés d'avoir commis un crime abominable. Ils ont échafaudé un plan afin d'aller assassiner M. Drost-Notov. C'est un accord criminel. Évidemment, ils ont voulu du fric. La seule solution, c'est de le tuer. C'est fou. C'est machiavélique, il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'était préparé, prémédité. Vraiment, ça me dégoûte. Ce sont des malades. Tout commence à Èze, près de Nice, le lundi 26 septembre 2011. Il est un peu plus de 18 h lorsque le propriétaire de cette villa rend visite à son locataire. Un rendez-vous était convenu parce que des travaux étaient en cours dans la villa. Mais en arrivant, le propriétaire va être confronté à une vision d'horreur. Il sonne à plusieurs reprises à la porte, mais il ne parvient pas à obtenir de réponse de son locataire. Avec son double de clé, il va pénétrer dans la maison. Il découvre la victime pendue au milieu de son salon. Son corps est semi-assis. Le corps est torse nu, pendu à une corde, attaché à un crochet. Le propriétaire est complètement choqué par cette scène épouvantable. Terrifié, l'homme alerte aussitôt les secours. Mais il est trop tard. Son locataire est mort. Cela ne fait pas de doute. Et selon les premières constatations, le décès remonterait à la veille. Le médecin dépêché sur place conclut que la mort était datée du dimanche 25 septembre 2011. La victime s'appelle Drost-Notov. Il a 49 ans. Il est d'origine allemande. Les services de police vont retrouver rapidement son téléphone portable et vont tomber sur un numéro allemand, celui de la compagne de M. Drost-Notov. Christine vit à Munich en Allemagne. Elle entretenait avec Drost une relation amoureuse à distance. L'annonce de sa mort est pour elle un véritable cauchemar. La police m'a appelé et m'a dit « Qui êtes-vous » Je leur ai répondu « Je suis la petite amie de Drost ». Ils m'ont dit « Il est mort ». Ils m'ont juste dit qu'il avait été retrouvé pendu. Je ne savais pas où il a été retrouvé. Je ne pouvais pas imaginer ça. C'est pas possible. Jean, ami proche et voisin de Drost, s'en souvient lui aussi comme d'un jour noir. Alors là, je veux vous dire que je tombe des nues. Hein. Connaissant la personne comme je l'avais vue, je me dis c'est pas possible. Je le revois encore assis sur sa terrasse, comme un gros poupon qui est là, comme ça, qui regarde le panorama. Drost vit tout seul. Il s'est installé à Èze il y a 11 ans. Il louait une magnifique villa avec vue sur la mer, un endroit de rêve. Il aimait bien la vie. Drost était quelqu'un de très bon caractère, quelqu'un de rigolo, quelqu'un de tranquille. Je me souviens par exemple d'une couronne des rois qu'on avait fait, on était tous les trois avec ma femme, on s'était pris des bosses de rigolade. J'ai jamais vu triste ce bonhomme.
Et puis Drost est un homme d'affaires richissime, au projet professionnel florissant. Il n'avait donc aucune raison a priori de se suicider. Il a développé une société qui s'appelle Le Monde de Monaco. Il achetait des billets pour des manifestations sportives et les revendait sous forme de package, avec hôtel, restaurant. Il me semble qu'il avait fait même la Coupe du Monde. Donc c'est des choses qui rapportent pas mal de finances, pas mal de sous. Il préparait la prochaine coupe de football en 2012 qui aurait dû lui rapporter 1 million d'euros. Donc doubler le bénéfice qu'il avait fait 2 ans auparavant. Les gendarmes s'interrogent. Pourquoi un homme qui gagne autant d'argent entendrait mettre fin à ses jours d'une manière aussi brutale? Mais surtout, l'homme filait le parfait amour avec Christine, une ravissante cadre de chez BMW. Notre relation a duré à peu près 1 an et demi avant qu'il ne meure. Pour moi, Drost était l'amour de ma vie. On était heureux tous les deux. C'était juste un rêve. Ce sont de très bons souvenirs. Drost n'était ni dépressif ni inquiet. Le suicide, c'était pas possible. D'ailleurs, les premières constatations de la police vont venir conforter les doutes sur la thèse du suicide. La pendaison à l'endroit où il s'est pendu, il fallait pas se louper. Hein. Parce que quand on se pend sur une hauteur de 1,90 m et que vous mesurez 1,87 m, il vous reste pas beaucoup de marge pour vous pendre. Hein. Ça paraît pas logique. Tout cela est bizarre, d'autant qu'au moment de sa mort, la victime n'avait pas seulement rendez-vous avec son propriétaire. Sans plus tarder, Christine demande à parler aux enquêteurs. Elle en est convaincue. Non seulement Drost ne se serait pas suicidé, mais il s'agirait d'un crime maquillé. Et elle a une idée très précise de son auteur. Quand j'ai parlé à la police, j'ai dit mon soupçon, comme quoi je pensais que Grit était mêlé à ça. Grit, la voici. Ce n'est autre que l'ex-compagne de Drost Notov. Le matin, on a encore parlé via Skype. Il m'a dit que Grit allait passer dans la journée. Elle lui devait de l'argent. Et c'est les derniers mots que l'on a échangés. Le fait est, c'est qu'il avait rendez-vous avec Grit Berman et qu'après, elle n'en a plus de nouvelles. Pour moi, ce n'était pas par hasard qu'elle avait annoncé sa venue pour le dimanche, au moment où Drost est mort. Pour les enquêteurs, la piste de l'ex-compagne est séduisante, d'autant qu'elle semblait nourrir une haine viscérale à l'égard de Drost, son ancien compagnon. Grit, c'est l'ex-secrétaire de Drost. Et elle va l'aider à développer sa société puisqu'elle parle plusieurs langues et surtout le russe. Grit va être un peu interprète, va permettre les échanges privilégiés avec les clients. En permettant à Drost Notov d'intégrer, on va dire, le marché russe, ce qui va engendrer des bénéfices très importants. Grit est indispensable pour Drost. Et il va lui en être reconnaissant, puisque chaque mois, il lui verse entre 6 000 et 12 000 euros. Au fil du temps, le couple au travail devient un couple dans la vie. Mais malheureusement, cela ne va pas durer, et voilà pourquoi. Elle espère fonder une famille. Elle veut un enfant, sauf que lui ne veut pas. Et donc ils se séparent. Elle se retrouve célibataire, sans enfant, sans travail. Elle nourrit un fort ressentiment et elle considère que Drost Notov lui doit beaucoup.
Alors, parce que Drost l'aurait quitté, Grit a-t-elle commis l'irréparable, puis déguisé son crime en suicide. Convoquée par les gendarmes, elle assure être totalement étrangère à la mort de son ex-compagnon. Grit ne comprend pas que des enquêteurs puissent s'intéresser à elle. Elle a appris le décès de Drosnotov par une amie de l'entourage. Le rendez-vous qui avait été initialement fixé avec Drosnotov aurait été annulé. Elle va leur expliquer qu'elle n'est jamais allée à Èze ce jour-là. Mais surtout, depuis leur séparation il y a presque 2 ans, Grit, elle aussi, a refait sa vie. Elle est amoureuse et très heureuse avec un autre homme. Il s'appelle Georges Pierru. C'est un artiste. Monsieur Pierru se décrit comme un artiste peintre connu, qui fait des expositions en France et à l'étranger. En consultant son site internet, les gendarmes découvrent que le peintre est réputé dans le monde entier. On voit des images de ses œuvres dans les galeries américaines, françaises, y compris au Louvre. Visiblement, c'est pas n'importe qui, Georges Pierru. Voici Georges Pierru, à l'occasion d'un de ses vernissages. Pour vous parler un petit peu de mon art, j'ai pas mal d'inspiration. Certains m'ont dit de Picasso. Oui, mais pas seulement. Quand il était bébé, visiblement par sa famille, ils étaient proches de la famille Picasso. Et donc, quand il était enfant, il était sur les genoux de Picasso, pendant que ce dernier faisait ses toiles. Même les plus grandes célébrités, comme Morgan Freeman, se pressent pour admirer ses œuvres. Georges Pierru et Grit vivent à Esperaza, près de Narbonne, à 500 km de la villa d'Èze. Et a priori, le peintre et sa muse ne se lâchent plus d'une semelle. Ils sont fous l'un de l'autre, ils sont fusionnels. Grit Bergman indique que tout va bien pour elle, qu'elle a refait sa vie, qu'elle est épanouie. Les gendarmes décident d'entendre Georges sur l'emploi du temps de sa compagne, ce fameux 25 septembre 2011. Georges Pierru va confirmer mot pour mot ce qu'a dit sa femme. Il n'y a aucun élément qui laisse à penser que Madame Bergman soit impliquée dans le décès de Monsieur Notov. Et ce n'est pas tout. 4 jours après la mort de Drost, le médecin légiste procède à une autopsie. Et ses conclusions sont très claires. Voici ce qu'il écrit. Ici, nous n'avons pas retrouvé de cause de décès autre que la pendaison. On a juste une trace autour du cou et un petit osselet qui est fracturé, donc ça correspond, pour le médecin légiste, à la mort par pendaison. Et puis, en passant la villa de la victime au crible, tout laisse à penser que Drosnotov s'est bien donné la mort. Sur la corde qui a servi à le pendre, il n'y a que son ADN. Il n'y a pas de trace d'effraction non plus. Manifestement, il n'y a pas de signe de bagarre. Absolument rien. Au grand désarroi de la compagne de Drost, le dossier s'apprête donc à être classé. Mais contre toute attente, l'affaire va connaître un incroyable coup de théâtre qui va tout relancer. Nous sommes le 6 octobre 2011. 11 jours après la mort de Drosnotov, les gendarmes vont faire une découverte stupéfiante.
avant son prétendu suicide, Drossnotov aurait rédigé un testament en langue allemande, testament au terme duquel il lègue sa fortune à Grit Bergman. Incroyable. À en croire ce document que nous avons pu nous procurer. Avant de se donner la mort, l'homme d'affaires aurait laissé un sacré pactole à son ex-compagne, Grit Bergman. Au travers de ce testament, Drossnotov lègue à Grit un montant important aux environs de 600 000 euros. Drossnotov aurait légué sa fortune à n'importe qui, mais pas à Grit Bergman. Ça surprend immédiatement les proches parce que pour eux, c'est inenvisageable. Pourquoi il y aurait fait un testament alors qu'il n'était plus avec elle, puisqu'il était avec, Christine? Ça paraît déjà illogique. La famille de Drost et sa compagne Christine n'en reviennent pas. Ce testament tombé du ciel a tout l'air d'un faux et forcément, cela va encore accentuer leurs soupçons. Le testament me semblait vraiment très bizarre. La date de rédaction était très proche de la mort de Drost. C'était même le même jour. Et le testament est daté du 25 septembre 2011. Même si mon nom n'était pas dans le testament, peut-être parce que ça faisait pas si longtemps qu'on était ensemble, je suis sûre que l'un des bénéficiaires aurait été sa famille. Et je me disais, ça colle pas, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas là. Il y a quelque chose qui va pas. Un suicide suspect et maintenant un invraisemblable testament. Pour les proches de Drost, cette fois-ci, c'est trop gros pour être vrai. J'étais sûre que Grit était impliqué. Sans plus tarder, les enquêteurs décident de réentendre l'unique légataire, l'ex-compagne de Drost. Seulement, face aux gendarmes, elle aussi semble totalement stupéfaite. Les enquêteurs vont interroger Grit sur le point particulier du testament. Grit Bergman indique qu'elle est la première étonnée, qu'elle n'a rien fait pour. Voici ce que la jeune femme déclare. Le testament de Drost vous désigne comme seul et unique bénéficiaire. Ne trouvez-vous pas ça bizarre, étant donné que vous n'étiez plus avec lui ? C'est vrai que j'ai été surprise. C'est inhabituel. Pour prouver son innocence, Grit va présenter aux enquêteurs une lettre de Drost qu'elle a reçue quelques jours seulement après le drame. Elle a reçu un courrier de Drossnotov au terme duquel il l'informe qu'il va mettre fin à ses jours. C'est une lettre d'adieu qui explique qu'il est malheureux et qu'il a décidé de la rendre légataire de ses biens. Gritty, pardonne-moi ma décision de quitter la vie. Comme tu sais, je n'ai pas d'enfant ni de femme. Je suis seul propriétaire et gérant de ma société. Je me sens responsable de ta vie et de ton bien-être. Et de ce fait, je t'ai désignée comme seule héritière de la totalité de mon patrimoine. Ne m'oublie pas. On a un peu le sentiment que c'est une lettre de regret, une lettre de remords. J'ai pas été gentil avec toi, j'ai pas su m'occuper de toi. Voilà de l'argent, et après ma mort, profites-en. Il veut remercier à sa manière Madame Bergman après sa mort. Dans un premier temps, le testament et la lettre du défunt ne vont pas convaincre les gendarmes. Seulement surprise, l'expert est catégorique. Le document serait bien authentique. Une
expertise graphologique va être demandée pour savoir qui aurait écrit ce testament et s'il est bien de la main de Droste-Notov. La signature semble bien la signature de M. Notov. Alors, Droste-Notov se serait-il réellement pendu après avoir légué l'intégralité de sa fortune à son ex-compagne? Cela paraît fou. Pour l'instant, les gendarmes n'ont rien contre l'heureuse héritière. Seulement la suite de leurs investigations va tout changer. À la gendarmerie d'Aise, les enquêteurs présentent les précieux documents à Christine, la dernière compagne de Droste. Et d'emblée, un petit détail va la faire tiquer. Cette lettre d'adieu, ça ne lui ressemblait pas du tout. La compagne de M. Notov apprend aux gendarmes qu'il y a des fautes d'orthographe dans ce testament. Or, Droste ne faisait aucune faute d'orthographe. Il y a un autre élément qui intrigue l'ex-compagne. Un élément qui va faire basculer l'enquête. Face aux gendarmes, Christine est formelle. Au travers de ce testament, il va notamment lui léguer son véhicule automobile de marque allemande. Sauf qu'il y a un problème. Ce cabriolet, il n'en est plus le propriétaire. Droste l'avait donné à son frère depuis déjà plusieurs semaines. Pourquoi M. Notov aurait légué un véhicule à Mme Bergman alors que ce véhicule ne lui appartient plus? Là, c'est vraiment la bourde, si je puis me permettre l'expression. Il ne peut pas avoir donné le cabriolet 3 semaines plus tôt et légué cette fameuse voiture au moment de se suicider. Ça n'a aucun sens. Enfin, il jouit de toutes ses facultés mentales. Droste, personne n'a dit qu'il était devenu fou. Donc, s'il n'est pas devenu fou, c'est que c'est pas lui qui a écrit cette lettre. On est en présence d'un faux. Pour les enquêteurs, c'est la révélation. Droste ne s'est pas suicidé. Et ils vont maintenant imaginer un nouveau scénario, plus plausible, celui-là. On peut en effet se demander si Grete Bergman n'a pas assassiné Droste-Notov, écrit un testament et ainsi récupéré l'argent. Tout laisse à penser que c'est elle, c'est sûr. Et ce n'est pas tout. À en croire la lettre falsifiée, la principale suspecte aurait un complice. Il se serait même trahi. Sur le courrier, il y a écrit Gritti. Et l'on apprendra dans le cadre de l'enquête que le seul qui appelle vraiment Grete Bergman Gritti, c'est Georges Pierru. Georges Pierru, le peintre réputé, aurait-il lui aussi quelque chose à se reprocher? A-t-il joué un rôle dans la mort de Droste-Notov? Donc ce qu'on comprend finalement, c'est que et l'un et l'autre ont joué un rôle dans le décès de M. Notov, mais qu'on ne comprend pas très bien qui a fait quoi et pour quelle raison. Aussitôt, l'héritage de la victime est bloqué. Désormais, les gendarmes ont Georges Pierru et Grete Bergman dans le collimateur. Et en plongeant dans la vie du peintre et de sa muse, ils vont faire des découvertes fracassantes. Souvenez-vous, à première vue, Georges Pierru serait le fils spirituel de Picasso. Seulement, en grattant un peu le vernis, c'est un tout autre portrait qui va se dévoiler. En enquêtant un petit peu sur Georges Pierru, les gendarmes vont découvrir que c'est un gros mytho qui raconte absolument n'importe quoi, que tout est bidon. Il apparaîtrait que M. Pierru, dès l'âge de 5 ans, sautait sur les genoux
de Picasso. Sauf que Georges Pierru n'a jamais été bercé par Picasso quand il était enfant. Georges Pierru, il a un BEP d'agent administratif. Il est originaire du Nord, et il a fait des petits boulots. Pendant quelques mois, il a un travail de réceptionniste dans un hôtel. Il s'est également occupé d'une station-service dans une aire d'autoroute, donc c'est pas des métiers qui font rêver. Fils d'un menuisier et d'une femme de ménage, c'est à l'âge de 44 ans que Georges décide de s'installer à Espéraza, dans le sud de la France, pour se consacrer à son art. Georges est une sorte d'autodidacte. En 2005, là, il a un arrêt maladie, on ne sait pas très bien ce qui lui prend, il vrille et il devient peintre. Il est accro à la peinture et son rêve ultime, c'est de devenir artiste peintre. Et depuis 2010, il peut compter sur sa nouvelle compagne pour le soutenir. Grit, quand elle va arriver, elle va se rendre compte que M. Pierru n'est pas l'artiste renommé qu'il aime à décrire. Elle va tout de même l'aider dans sa communication, sa publicité via les réseaux sociaux. A priori, Grit croit en Georges Pierru en tant qu'artiste peintre et elle va le pousser à développer son activité et à essayer de le faire connaître. Seulement voilà, cette soudaine reconversion ne va pas se révéler aussi florissante que le couple l'espère. Susana Linares est bien placée pour le savoir. À l'époque, la pétillante brésilienne a organisé plusieurs expositions pour le peintre débutant. Une collaboration qu'elle n'est pas prête d'oublier. Quand j'ai rencontré Georges, il était très gentil. Il était très pressé de montrer tout ça et de faire découvrir son travail. Grit, quant à elle, se fait discrète. Elle, je la trouvais très bizarre parce qu'elle ne parlait pas beaucoup. Elle était toujours derrière, toujours en train d'écouter, toujours très mal habillée. C'était comme quelqu'un qui se laissait aller, quelqu'un qui s'en fichait un peu de son apparence, qui voulait peut-être au contraire d'apparaître, disparaître le plus possible. Je voudrais vous prendre 5 minutes pour présenter l'artiste de ce soir, qui c'est Géo. Je voulais faire quelque chose de différent des traditionnels vernissages, où les gens vont, ils regardent les toiles, ils boivent un petit verre de champagne, ils parlent entre eux, à la fin, la plupart des gens n'achètent rien du tout. Je voulais que les gens connaissent l'artiste. Et donc, je leur demandais aussi de peindre, de faire leurs œuvres pendant les dîners. C'était super bien comme soirée, ça plaisait énormément aux gens. Les images l'attestent. Ce soir-là, Georges passe une très bonne soirée. Mais malgré les efforts de son agent, aucune toile n'est vendue. Et pour cause, Georges Pierru est très gourmand. Susana raconte qu'il pensait être un peintre de talent et il mettait ses toiles à vendre 20, 30, 40 000 euros. En réalité, elles valaient rien. Et il voulait essayer de vendre ses toiles énormément chères. Ça ne correspondait pas au prix de quelqu'un qui était inconnu et qui démarrait une carrière. Pour autant, Georges n'abandonne pas le filon de la peinture. Alors pour faire décoller sa carrière, Grit, sa compagne de l'époque, va mettre en place un stratagème hallucinant. Souvenez-vous, à en juger son site internet, Georges Pierru, alias Géo, exposerait aux 4 coins de la planète. L'activité qu'on a vue sur la toile sur Internet est complètement bidon. Le prince de Monaco ne s'est jamais extasié devant ses croûtes. En fait, on s'aperçoit que tout est faux. Le principe est simple. À l'aide d'un petit logiciel informatique, Grit
va remplacer des œuvres exposées dans les galeries les plus prestigieuses du monde par les tableaux de Georges, comme ici à Londres, ou encore à San Francisco, et même au Louvre. Incroyable. Mais la réalité est tout autre pour Georges Pierru, qui doit se contenter de petites expositions locales. Bonjour à tous. Alors le bon plan cette semaine, c'est mon vernissage. Je m'appelle Georges Pierru. Le vernissage que j'organise chez Adonis Carcassonne, 15 rue Barbacane à Carcassonne. Donc il y aura bien sûr la présentation de mes œuvres. Et puis le peintre expose dans les petits commerces d'Esperaza, comme ici, dans le restaurant d'Alice. Il m'en a laissé un là, juste à l'entrée des toilettes. Enfin, voilà. Voilà. Donc voilà, c'est ce genre de petits dessins qu'il a exposé chez nous. Il nous a dit que ça faisait pas longtemps qu'il peignait et qu'il aimerait bien montrer son travail aux gens. Rien n'y fait. L'argent ne rentre pas, bien au contraire. En 1 an et demi, Georges vend dans ce restaurant 3 tableaux seulement, à 30 € chacun. Au fil de l'enquête, on se rend compte que M. Pierru n'a pas la notoriété qu'il prétend avoir. Ils vont ouvrir une petite galerie, mais qui ne va pas tenir très longtemps. Il a du mal à vivre de son art. Il vend des toiles, mais à des prix qui sont extrêmement modestes. Les affaires vont tellement mal qu'au moment du crime, la situation financière de Georges Pierru et Grit Bergman était devenue intenable. C'est une véritable catastrophe. Grit, elle n'a pas de revenus, elle n'a pas de salaire. La réalité, c'est qu'ils ne payent plus leur loyer depuis des mois, qu'ils ont les huissiers à leur porte et qu'ils sont aux abois. Alors, le couple sans ressources aurait-il été jusqu'à tuer Drost Notov pour toucher l'héritage? Pour les gendarmes, cela semble crédible, d'autant qu'ils vont récupérer les preuves qui leur manquaient. Georges et Grit l'affirment sans complexe, ils n'ont pas quitté leur domicile d'Esperaza le jour du crime. Or, manifestement, ils ont menti. On va faire parler la téléphonie. On va se rendre compte qu'une borne va déclencher le téléphone de M. Pierru aux abords d'Aise le 25 septembre 2011. Grit Bergman et Georges Pierru se sont bien rendus au domicile de Drost Notov le 25 septembre 2011 dans l'après-midi. Et puis, en perquisitionnant leur appartement, les enquêteurs vont retrouver des preuves. De quoi faire tomber les 2 suspects. En perquisition, les gendarmes découvrent un brouillon du testament. J'ai envie de vous dire que les carottes sont cuites, là. Le 20 janvier 2015, 3 ans et demi après les faits, Georges Pierru et Grit Bergman sont interpellés et placés en garde à vue. Les gendarmes pensent connaître le fin mot de l'histoire, mais ils sont encore loin de la vérité. Dans les locaux de la gendarmerie de Nice, les 2 suspects sont interrogés dans 2 salles différentes. C'est un couple a priori uni qui se trouve maintenant sous le feu des questions des enquêteurs. Les gendarmes découvrent que ces 2-là se sont mariés en 2013, c'est-à-dire après le crime, 2 ans après le crime, et 1 an avant de se faire arrêter. Les gendarmes mettent d'abord Grit sous pression. Confronté aux éléments qui l'accablent,
d'emblée, l'épouse va briser les liens sacrés du mariage. Grit Bergman accable totalement Georges Pierru. Elle dit que c'est lui qui a tué. Finalement, c'est Georges Pierru qui aurait tout manigancé et qui aurait tué Drosnotov sans avoir eu besoin de son aide. Elle le charge, elle le dénonce, elle le balance, comme on dit. Mais alors, dans les grandes dimensions, c'est-à-dire qu'elle, elle n'a rien fait, lui, il a tout fait. Et Grit de raconter que le 25 septembre 2011, le couple a bien rendu visite à Drosnotov afin qu'elle lui rembourse l'argent qu'elle lui devait. Elle explique effectivement, ils sont allés sur Aise, ils l'ont rencontré, qui leur a offert un café. Grit indique avoir payé sa dette. Et M. Pierru aurait montré ses œuvres à M. Notov. Lui avait pris ses petits tableaux sous le bras parce qu'il espérait bien que Drost lui donnerait un petit coup de promotion sur la région de Monaco. Elle aurait laissé Georges Pierru et Drosnotov discuter dans la maison. Et c'est justement à cet instant précis, alors qu'elle attend à l'extérieur et que les deux hommes finissent de parler affaires, que le drame serait survenu. Au bout de 2 heures, elle explique que Georges est venu la voir. Il était pétrifié. En lui disant qu'un accident était survenu et que Drosnotov était mort. Elle indique qu'elle a eu trop peur à ce moment-là pour appeler les secours. Elle était choquée par ce qui s'est passé et elle comprenait qu'elle n'avait aucune possibilité de revenir en arrière et que finalement, elle n'avait pas d'autre choix que d'obéir à M. Pierru. D'après sa femme, Georges serait alors remonté au domicile de la victime pour effacer toute trace de son crime. Il repart à la villa, revient au bout de 2 heures, pétrifié, terrifié. Ils repartent et ne diront plus mot jusqu'à leur domicile. Pour ce qui est du testament, elle dit que c'est probablement Georges qui l'a fait, et ce d'autant plus qu'on retrouve des brouillons à leur domicile. En tout cas, c'est pas elle. Évidemment, pour les gendarmes, les déclarations de Grit ne tiennent pas, et cela à cause d'un détail en particulier. Au regard de la corpulence de Drosnotov, manifestement, 2 personnes ont participé à la pendaison de Drosnotov. C'était pas quelque chose qui pouvait se faire seul. Le testament et la lettre ont été rédigés en allemand. Grit parle bien évidemment couramment allemand. Georges Pierru semblerait que non. Rien ne colle. Et d'ailleurs, dans la salle d'à côté, l'époux, trahi par sa femme, va finir par tout avouer. Au vu des déclarations de sa femme, M. Georges Pierru finit par reconnaître qu'ils ont tous deux assassiné M. Drosnotov. Seulement, selon le peintre, il aurait agi à la demande de Grit. Grit estime qu'elle a été flouée, qu'elle a été abusée, qu'elle a travaillé sans contrepartie pour Drost. Elle considérait qu'il avait utilisé sur tous les plans, y compris sexuel. Elle a révélé à Georges Pierru qu'elle était menacée et qu'elle était en danger de mort. Et Georges Pierru d'ajouter devant les gendarmes: D'après ce qu'elle disait, la somme totale que Drost lui devait était de 600 000 €. Elle m'a dit que la seule solution pour récupérer son argent était de le tuer et de rédiger un testament. Son objectif, c'était vraiment de le supprimer. Le mobile pour Grit Bergman est crapuleux et ce qu'elle voulait, c'était la fortune de Drosnotov.
Georges Pierru expliquera que Grit Berman l'a convaincu. Il s'agissait là pour lui d'une manière de la venger. Georges explique aux gendarmes qu'il va accepter de l'aider uniquement par amour. Un peintre manipulé par une muse, prêt à tout pour de l'argent. À l'entendre, Georges serait un grand naïf. Mais pour les gendarmes, l'homme acculé par les dettes minimiserait peut-être son implication. Les enquêteurs s'interrogent également de savoir si Georges Pierru n'avait pas aussi un intérêt financier à l'assassinat de Drosnotov. Et c'est en auditionnant les proches de Georges que les gendarmes vont avoir la réponse. Tout le monde s'accorde sur un point, le peintre était éperdument amoureux de Grit. Lorsque Grit Berman arrive dans la vie de Georges Pierru, c'est un homme divorcé, il est père de 2 enfants. Grit Berman, c'est un cadeau tombé du ciel. Il croyait qu'elle s'intéressait vachement à lui, à la peinture, à tout ça. Il l'aimait très fort. Grâce à Grit, Georges Pierru se met à rêver de devenir un grand peintre. Et c'est comme cela qu'il se serait retrouvé sous l'emprise de sa femme. Du jour au lendemain, il ne voyait plus que par elle, à tel point que l'homme s'est éloigné de ses enfants. Georges, il a foutu dehors sa fille. Il a été capable presque de renier sa fille pour sa femme. Donc la preuve qu'il était vraiment influencé par sa femme. Il était vraiment dans les griffes de sa femme. Donc elle pouvait faire ce qu'elle voulait de lui. C'est comme si lui, il était un acteur. Elle, c'était la directrice de sa vie. Elle commandait sa vie. Je pense qu'elle a fait un lavage du cerveau. Il était comme un petit robot. Du coup, les gendarmes s'interrogent sur la sincérité des sentiments qu'entretient Grit à l'égard de Georges Pierru. C'est vrai que quand on voit Drosnotov, qui est présenté dans le dossier comme étant millionnaire, ça il ne faut pas l'oublier, bel homme, affable, sympathique, séducteur, et que l'on met à côté de la photo de Drosnotov, celle de Georges Pierru, qui est présentée, on peut le dire, même si c'est pas très flatteur, comme un artiste raté, on est quand même à l'opposé de ce qui peut se faire. Mais on en arrive même à se demander si elle n'était pas déjà dans une perspective criminelle et qu'elle ne cherchait pas une sorte de tueur à gages, en tout cas un bras armé. Et ce n'est pas la seule découverte des enquêteurs. Car si Géo reste un peintre anonyme, Georges Pierru est par contre bien connu des services de police. Les enquêteurs se rendent compte qu'il a commis un certain nombre de méfaits. C'est un escroc. Georges Pierru, c'est une personne qui a déjà un casier judiciaire. Il est amené à escroquer les organismes sociaux. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'il arrive à joindre les deux bouts. Il a fait des faux pour obtenir une allocation pour handicapés. Enfin, on s'aperçoit au moment des faits qu'il doit 27 000 € à la caisse d'assurance maladie. Donc on est loin du grand peintre qui exposait à San Francisco. Le 22 janvier 2015, Georges et Grit Pierru sont mis en examen pour escroquerie et assassinat. Ils sont aussitôt placés en détention provisoire. Pour les proches de Drost, c'est le soulagement, mais aussi l'incompréhension. C'était préparé, prémédité. Vraiment, ça me dégoûte. Ce sont des malades. C'était par cupidité, ce n'est pas un accident qu'on aurait pu pardonner. C'était un meurtre froid. Quand j'ai appris que c'était Grit et son mari qui l'avait tué, alors là, je suis vraiment tombé des nues.
Mais elle fomente un assassinat, c'est terrible. C'est fou. C'est fou d'aller dire je vais tuer quelqu'un. C'est machiavélique, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Voici le récit du crime, tel que Georges Pierru l'a raconté aux enquêteurs. Un plan époustouflant, où les deux complices ont pensé à tout. Ou presque. C'est 2 jours avant les faits que Georges et Grit auraient mis leur plan macabre à exécution. Ils vont, dans un premier temps, fixer un rendez-vous à Drosnotov. Grit va passer un appel téléphonique, mais elle ne va pas le passer de chez elle ni de son portable. Elle va à une cabine publique pour ne pas qu'on fasse un rapprochement ou un lien avec sa téléphonie. Drosnotov ne le sait pas encore, mais en acceptant cette rencontre, il vient de signer son arrêt de mort. 15 jours avant, ils vont faire les courses, ils vont acheter l'arme du crime, c'est-à-dire le pied de biche. Ils vont également acheter une corde et des gants qui serviront à commettre leur forfait. Et pour maquiller l'assassinat de Drost en suicide et récupérer son argent, Georges aurait écrit le testament et la lettre sous la dictée de son épouse. Georges Pierru va recopier le projet de testament qui a été préparé par Grit à son intention. Pour parfaire leur crime et rendre le testament parfaitement crédible, le couple a de la chance. Drost, dans ses affaires, signait des feuilles de papier blanc et il donnait ça à sa collaboratrice. Ça lui permettait, en son absence, de rédiger un courrier. C'était pré-signé quelque part. Grit avait gardé des exemplaires puisqu'elle avait travaillé avec lui. Ainsi, la signature du testament est bel et bien celle de Drosnotov. Le 25 septembre 2011 au matin, tout est prêt. Mais avant de parcourir les 500 kilomètres qui les séparent de leur victime, ils prennent encore une ultime précaution. Monsieur Pierru change les plaques d'immatriculation de son véhicule. Ils vont prendre la route. Et payent les péages en espèces pour ne pas que l'on trace leur parcours. Ils garent la voiture à 200 mètres de la villa d'Aise et se rendent chez Drosnotov avec ses œuvres sous le bras. Georges Pierru indiquera qu'ils vont être accueillis par Drosnotov, qui se montrera à ce moment-là sympathique, jovial. Georges Pierru indique qu'il leur a fait visiter la propriété, qu'il leur a offert un café. Chose incroyable, sous le charme du millionnaire intéressé par ses peintures, Georges Pierru raconte qu'il en aurait presque oublié la véritable raison de leur visite. Curieusement, Georges, c'est pas qu'il se dégonfle, mais il aurait bien pu partir comme ça, finalement, hein, sans qu'il se passe rien. Il comprendra au travers d'un regard appuyé que lui lancera Grit Berman qu'il est temps d'agir et qu'ils sont là pour une seule chose, c'est tuer Drosnotov. Grit disait « Qu'est-ce que t'attends? Vas-y !» Georges, à ce moment-là, s'empare du pied de biche et flanque un grand coup de pied de biche au niveau de la gorge. La violence de ce coup entraînera la chute de Drosnotov sur le sol. Monsieur Pierru va expliquer qu'à l'aide de la barre de fer, il a fait pression sur le cou de la victime et qu'il a entendu un petit crack. Il espérait ainsi que ces marques
se confondrait avec celle provoquée par la corde. Et cela va marcher. Reste maintenant à maquiller le crime en suicide. Puis, muni de chaussettes par-dessus ses chaussures, Grit s'attaque au ménage de la ville. C'est elle qui a nettoyé toute la maison pour effacer toutes les traces. Dernière étape pour les deux complices, envoyer le testament et la lettre par la poste. Donc ils vont s'arrêter devant une boîte aux lettres et elle va poster les deux courriers. Georges Pierru et Grit Bergman se débarrassent des gants, de la barre, des tasses, en les jetant dans la nature. À entendre Georges Pierru, le crime aurait pu être parfait. Mais il a commis de grossières erreurs. Georges Pierru utilisera son téléphone portable pour passer deux coups de fil. Un coup de fil à sa fille et un coup de fil à son fils. Le téléphone de Georges Pierru borne à 18 h à proximité du domicile de Drost. Et puis enfin, cette lettre, elle est quelque part signée, parce que c'est le seul qui l'appelle Gritty. Et c'est ce qui va permettre aux enquêteurs de se convaincre de la responsabilité de Georges Pierru et Grit Bergman. Le 5 novembre 2018, s'ouvre le procès de Grit et Georges Pierru devant la cour d'assises de Nice. Après 7 ans d'attente insoutenable, pour les proches de Drost, les deux accusés vont enfin devoir répondre de leurs actes. Je peux juste lui souhaiter la prison à perpétuité et qu'elle y reste jusqu'à ce qu'elle meure. Le crime par lui-même, c'est de la préméditation à 300%. On n'arrive pas à trouver une circonstance atténuante, il n'y a rien. Et d'ailleurs, le soir du 12 novembre, au terme de 6 jours de procès, le jugement tombe, implacable. À partir du moment où on n'a pas réussi à les départager, eh ben la cour d'assises leur a fait un paquet cadeau en les condamnant tous les deux à la même peine, c'est-à-dire à 25 ans de réclusion criminelle. Vous n'aviez pas le sentiment qu'il y en avait un qui était peut-être plus responsable que l'autre? Pour l'entourage de la victime, les deux sentences sont satisfaisantes. Elle mérite 25 ans, point, clair, net, il n'y a pas de problème. Hein. Personne n'a le droit d'enlever la vie à quelqu'un d'autre. Merci, bon Dieu, que la justice, elle existe. Et bravo les policiers français. Pour autant, Christine reste inconsolable. Il faudra attendre encore longtemps avant qu'elle parvienne à faire le deuil de l'homme qu'elle aimait plus que tout au monde. Toute cette histoire a changé ma vie. Je sais maintenant que la vie peut se terminer très rapidement et qu'il faut profiter du moment présent. Ce qui me manque, tout simplement, c'est Drost. Lui en entier. Quand je parle de Drost, il me manque, c'est sûr. Tous les jours, il y a quelque chose qui me fait penser à lui. Drost n'a pas mérité ça.